Ce n'est pas une lune, c'est une station spatiale, du genre énorme, tueuse de planètes, conçue pour une seule chose, mettre de l'ordre dans la galaxie. C'est la super arme impériale de la guerre des étoiles, l'étoile de la mort. Que faudrait-il pour en construire une? Où assemblerions-nous cette méga arme de destruction massive? Et quelle malheureuse planète serait la première cible de nos tirs d'essai? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous pouvions construire l'étoile de la mort. Si nous voulons y arriver un jour, il vaudrait mieux nous y mettre maintenant, car il a fallu 19 ans à l'Empire pour construire sa première étoile de la mort. On ne sait pas exactement quelle était la taille de la station de combat orbitale DS-1. Les estimations varient entre 120 km et 160 km de diamètre. C'est nettement plus petit que notre Lune par exemple. Mais comparé à certaines des plus petites lunes du système solaire, c'est énorme. Et nous n'aurions besoin que d'une seule petite chose pour la construire. De l'argent. Beaucoup d'argent. Les grands projets coûtent cher. Là, on parle de 852 quadrillions de dollars. C'est-à-dire 852 avec 15 zéros derrière. Et ce n'est que le coût de la construction. Une fois notre étoile de la mort prête, la maintenir en état de marche ne serait pas moins cher. Armée ou non, cette station spatiale nécessiterait 1,7 million de personnes pour faire fonctionner les commerces et cafettes diverses de la station. Ajoutez 25 984 soldats de l'armée de terre et 342 953 soldats de la marine impériale, et vous obtenez 2 68 937 personnes vivant à bord de l'étoile de la mort. Si chaque personne à bord de l'étoile de la mort créait 1,13 kg de déchets par jour, il en coûterait 564 925 $ par jour pour ne pas transformer l'étoile de la mort en décharge. Cela n'inclut pas les personnes tombées dans un compacteur d'ordures sans possibilité de retour. La facture d'électricité quotidienne s'élèverait à 52 milliards de dollars, dont 274 000 pour nourrir l'équipage, 20 400 pour fournir du thé ou du café, et 233 000 pour faire tourner les machines à laver. Vous ne voulez pas que vos soldats se promènent avec des sous-vêtements sales, n'est-ce pas? Le total pour maintenir l'étoile de la mort opérationnelle s'élèverait à 7,8 octillions de dollars par jour, soit 7,8 puissance 48. C'est plus d'argent que ce que nous avons actuellement ici sur Terre. Et cela n'inclut pas le coût d'un seul tir de super laser, qui représente à lui seul 8 milliards supplémentaires. Vous avez toujours envie de tirer un coup de laser sur des planètes? Ok, alors parlons de la façon dont vous pourriez effectivement construire l'étoile de la mort. Vous savez déjà qu'elle coûterait 852 quadrillions de dollars. Mais où commenceriez-vous à assembler cette super arme? D'abord, il vous faudrait un cœur de réacteur d'hypermatière. N'entrons pas dans les détails du fonctionnement d'un tel engin. Supposons simplement que vous en ayez un. Vous construirez 4 puits de réacteurs, tous reliés le long de l'équateur, et une grande colonne allant de haut en bas. Cette colonne aiderait à distribuer l'énergie et servirait également de stabilisateur de la station. Ce méga projet nécessiterait beaucoup d'acier. Selon certains calculs, la Terre a assez de fer dans son cœur pour fournir 2 millions d'étoiles de la mort. Mais seriez-vous prêt à sacrifier notre planète pour une machine mortelle? Même si vous ne preniez que la quantité de fer nécessaire pour une seule étoile de la mort, il faudrait plus de 830 000 ans pour produire suffisamment d'acier et commencer la construction. Il faudra des millions de lancements de fusées pour amener l'acier là où il doit aller. Lorsque l'étoile de la mort serait terminée, l'atmosphère pourrait être tellement polluée que nous serions obligés de quitter la Terre pour une autre planète. Où construirait-on l'étoile de la mort de toute façon? Nous ne pouvons pas nous éloigner de notre planète, mais en même temps, pas sûr que sa meilleure place soit en orbite basse de la Terre. Il y a trop de chances qu'elle lui tombe dessus. Vous pourriez commencer à construire en dehors de l'atmosphère terrestre, mais assurez-vous simplement de ne pas faire exploser accidentellement notre planète avec le super laser. En parlant de l'explosion, en réalité, la lumière ne se comporte pas de cette façon.
Au lieu de cela, elle continuerait à se déplacer dans n'importe quelle direction où elle a été tirée. Sorry about the mess. D'ailleurs, la destruction d'une planète de la taille de la Terre nécessiterait beaucoup d'énergie. Vous devriez passer une semaine à collecter toute l'énergie du Soleil avant de pouvoir tirer avec votre étoile de la mort. Et ne vous tenez pas à proximité du faisceau au moment de l'explosion. Une telle quantité d'énergie juste à côté de vous, même si elle n'est pas directement dirigée vers vous, vous ferait évaporer en quelques secondes. Et puis, il y a le recul. La troisième loi du mouvement nous enseigne que chaque action a une réaction égale et opposée. Cela signifie que si vous prenez un coup de poing assez fort pour détruire une planète en utilisant l'énergie du Soleil, cela enverrait l'étoile de la mort dans la direction opposée à une vitesse de 77 km par seconde, à moins que vous n'ayez un dispositif antimatière à bord de l'étoile de la mort. L'antimatière est de la matière, mais avec sa charge électrique inversée. Lorsque l'antimatière rencontre la matière, les deux se détruisent mutuellement. C'est pourquoi il suffirait de 0,0000002% de la masse d'une planète ciblée en antimatière pour transformer cette planète en débris spatiaux. Dans ce cas, le recul serait presque imperceptible. Mais vous feriez mieux de ne pas pointer l'étoile de la mort vers une quelconque planète du système solaire. Il y a une meilleure application pour cette arme. Elle pourrait être utilisée pour vaporiser tout astéroïde qui pourrait représenter un risque pour notre planète, bien qu'un orbe de la mort géant puisse être un peu surqualifié pour cette tâche. Au moins, lorsqu'un astéroïde interstellaire se précipite dans notre direction, nous serions prêts à en faire de la poussière avant qu'il nous détruise. I've got a bad feeling about it. Quiet. What? La construction de l'étoile de la mort serait un processus très long et très coûteux. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Mais peut-être faut-il épargner la Terre pour l'instant et garder sous le coude l'arme la plus meurtrière de la galaxie contre les extraterrestres en colère qui pourraient venir nous rendre visite un jour. Nous sommes en capacité de construire de très grandes choses dans l'espace. Bon, certes, pas aussi grand que ça pour l'instant. Nous avons inondé l'orbite inférieure de la Terre avec environ 5000 satellites, dont certains fonctionnent encore et d'autres plus. Et si nous pouvions construire un satellite plus grand et plus lumineux et le placer à cette même distance de la Terre? Quelque chose qui réfléchirait tellement la lumière du Soleil que nous n'aurions plus jamais à allumer de lampe. Nous parlons d'une lune artificielle. Quelle taille pourrait-elle avoir? Et pourquoi serait-ce finalement une mauvaise idée de poursuivre ce projet? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions une lune artificielle. Le plus grand satellite que nous avons mis en orbite basse, la Station spatiale internationale, est aussi long qu'un terrain de football. Nous l'avons assemblé en pièces détachées lors de plusieurs lancements. Et maintenant, elle tourne autour de la Terre à quelques 400 km au-dessus de nous. Comment pourrions-nous lancer une lune artificielle 10 fois plus grande et la positionner à une telle altitude au-dessus de la surface de la Terre? La plupart des satellites terrestres en orbite basse fonctionnent juste au-dessus de l'ISS. Certains d'entre eux sont stationnés en orbite géostationnaire à environ 35 000 km au-dessus de l'équateur terrestre. La vraie Lune tourne autour de nous à une distance de 380 000 km. Mais nous n'avons pas besoin de placer notre Lune artificielle aussi loin. Nous la placerions quelque part entre la Terre et l'ISS. Là, juste là, c'est un bon endroit, tiens. Nous devrions nous assurer qu'elle maintient une vitesse de 27 400 km/h. Sinon, elle retomberait sur Terre. Nous recouvririons sa surface d'un matériau hautement réfléchissant pour qu'il puisse réfléchir la lumière du Soleil. Ensuite, nous éteindrions nos lumières et profiterions de nuits claires toute l'année. Si vous n'avez pas envie de vous endormir avec les lumières allumées, il faudrait installer des stores très opaques à votre fenêtre. Dommage que les animaux n'aient pas ce luxe à portée de main. Ce nouvel astre pourrait causer des ravages pour les créatures nocturnes qui comptent sur le clair de lune pour s'accoupler, chasser ou naviguer. Trop de lumière la nuit pourrait également perturber votre corps, ce qui entraînerait l'obésité et un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de dépression.
La Lune artificielle obscurirait également la vue du ciel naturel. Les télescopes au sol ne pourraient plus capturer d'images de l'espace lointain. Cela pourrait nous amener à renoncer à nos rêves de nous rendre vers des étoiles très éloignées, nous emprisonnant à jamais sur Terre. Alors, place au verdict. Voulons-nous vraiment de cette deuxième Lune? Eh bien, certains, oui. Les ingénieurs spatiaux chinois y travaillent déjà. Leur Lune ne serait pas seulement 10, mais 80 fois plus grande que l'ISS. Elle brillerait 8 fois plus que la Lune naturelle. Et elle permettrait soi-disant à la Chine d'économiser 173 millions de dollars par an en factures d'électricité. Cependant, aucun plan ou stratégie de développement n'ont filtré. Alors ne soyez pas contrariés si une lune artificielle n'apparaît pas dans le ciel dans un avenir proche. Et si un jour, nous décidions que l'utilité de notre planète avait fait son temps et que les humains devaient parcourir l'espace pour trouver un nouvel endroit où vivre? Mais au lieu de trouver une exoplanète potentiellement habitable, semblable à la Terre, à des années-lumière, nous construirions notre propre monde artificiel ici même, dans le système solaire. De quel type de technologie aurions-nous besoin pour fabriquer une nouvelle planète? Où trouverions-nous suffisamment de matières premières pour notre futur monde? Et combien de temps nous faudrait-il pour terminer ce projet de construction planétaire? Voici « Et si ?» et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions une planète artificielle. Les planètes rocheuses comme la Terre naissent des restes d'une étoile nouvellement formée. Elles commencent sous la forme de grains de poussière, plus petits que la largeur d'un cheveu humain. Ces grains fusionnent en de plus gros morceaux qui continuent à entrer en collision les uns avec les autres, jusqu'à ce que, après quelques millions d'années, ils se développent en un nouveau monde terrestre. Théoriquement, nous savons comment les planètes se forment dans l'univers. Mais comment pourrions-nous fabriquer un monde artificiel? Si nous, les humains, devions construire une réplique planétaire et la peupler, nous devrions produire une roche avec une atmosphère respirable, la bonne température, une gravité semblable à celle de la Terre et une orbite stable autour du Soleil. Et ce n'est qu'un début. Nous commencerions la construction dans la zone habitable du Soleil. Cela nous aiderait à maintenir des températures semblables à celles de la Terre sur notre planète artificielle. Mais où trouverions-nous tous les matériaux pour la construire? Les astéroïdes peuvent sembler une bonne source. Le problème est que la Terre a la masse de plus de 2000 ceintures d'astéroïdes. Il n'y a tout simplement pas assez d'astéroïdes dans le système solaire pour construire un nouveau monde de la taille de la Terre. Mais il pourrait y avoir assez de matériaux dans le nuage d'Oort, l'essaim de débris glacés qui, hypothétiquement, existent aux confins du système solaire. Mais ce nuage est si loin que même Voyageur 1, qui voyage à 17 km par seconde depuis 41 ans, ne l'atteindra pas avant 300 ans. Et il n'atteindra pas l'autre côté du nuage d'Oort avant environ 30 000 ans. Il nous faudrait construire des vaisseaux spatiaux plus rapides pour récupérer toute cette poussière et la pousser dans la bonne direction. Nous pourrions aussi commencer à voler les lunes des autres planètes. Toutes les lunes de Jupiter, par exemple, nous donneraient assez de matière pour fabriquer une planète d'environ 7% de la taille de la Terre. Ce serait un bon début si nous pouvions réussir à les sortir de l'orbite de Jupiter. Il ne serait pas nécessaire de construire notre nouveau monde aussi grand que la Terre pour reproduire la même force de gravité que celle que nous ressentons actuellement. Si nous pouvions compacter 1/10 de la masse de la Terre dans une sphère de la taille de la Lune, cela ferait la même chose. Mais il nous faudrait au moins plusieurs centaines d'années pour terminer la construction. Une fois tous les problèmes d'ingénierie résolus et notre nouvelle planète artificielle mise en orbite autour du Soleil, nous déverserions de l'eau. Nous la laisserions s'évaporer afin de créer une atmosphère. Nous pourrions même y ajouter une partie du dioxyde de carbone libéré par les industries polluantes sur Terre. Ensuite, nous ferions venir les plantes. Les plantes accumuleraient lentement de l'oxygène dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse. Enfin, après des millénaires de construction de la planète, les premières colonies humaines mettraient le pied sur la nouvelle planète terrestre créée par l'homme. Même si elle était de plus petite taille, la réplique de la Terre ne semblerait pas très différente de l'original. Les températures et la gravité semblables à celles de la Terre lui donneraient l'impression d'être notre planète natale. Mais elle ne serait pas aussi stable que la Terre. Notre monde artificiel nécessiterait un entretien actif, de l'environnement planétaire à nos paramètres orbitaux. Actuellement, il y a tant de choses que nous ignorons sur l'univers.
Et nous ne pouvons qu'essayer de deviner comment une nouvelle planète se formerait en son sein. Ne serait-il pas formidable d'avoir une vue à couper le souffle, comme des fenêtres donnant directement sur l'espace? Eh bien, il est temps de construire votre propre gratte-ciel cosmique. Que faudrait-il pour construire un bâtiment qui s'étend jusqu'à l'espace? Comment alimenter votre appartement en eau et en électricité? Et que feriez-vous si l'ascenseur ne fonctionnait plus? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous viviez dans un gratte-ciel cosmique. La ligne de Kármán est la zone qui est généralement considérée comme la frontière entre la Terre et l'espace. Cette limite plane à environ 100 km au-dessus de la surface de notre planète. En vivant à cette hauteur, vous seriez à un quart du chemin de la Station spatiale internationale. Et votre penthouse serait plus de 100 fois plus haut que le plus haut bâtiment du monde actuel, le Burj Khalifa. Ce gratte-ciel de Dubaï atteint une hauteur de 830 mètres. Il vous faudrait environ 20 secondes pour toucher le sol si vous tombiez du sommet du Burj Khalifa. Soyez donc prudent sur votre nouveau balcon situé sur un gratte-ciel cosmique, car une chute de cette hauteur serait un plongeon beaucoup plus long jusqu'à votre mort. Ou allez-vous simplement vous enflammer comme un météorite entrant dans l'atmosphère? Afin de commencer à planifier le projet de construction le plus haut jamais réalisé, il faut prendre en compte la taille de sa base. Notre technologie actuelle nous permettrait de construire une structure de 4 km de haut. C'est à peu près la même taille que le mont Fuji. Un tel concept de gratte-ciel a été proposé pour aider Tokyo à résoudre ses problèmes de population. Il aurait fallu une base de 36 km² et un budget de plusieurs billions de dollars. Un bâtiment de 8,8 km de haut, soit la hauteur du mont Everest, nécessiterait une base de 4100 km². C'est 2 fois la taille de la ville de Tokyo au Japon. Vous auriez certainement besoin de beaucoup de terrain pour la base de votre tour cosmique. Mais même si vous aviez tout le terrain nécessaire, vos problèmes seraient profonds, littéralement. Une tour atteignant l'espace serait si pesante que même la Terre en dessous aurait du mal à la supporter. Elle créerait un fossé dans la croûte. Pendant des centaines d'années, votre tour s'enfoncerait de plus en plus. Les matériaux de construction seraient un autre élément important à prendre en compte. Et un autre problème auquel vous serez confronté est que les matériaux dont vous aurez besoin n'existent peut-être même pas encore. Il vous faut un matériau capable de résister à toutes les forces gravitationnelles qui s'exercent sur lui. Une idée pourrait être de développer une forme de carbone de haute technologie similaire au diamant, mais plus solide, plus flexible et extrêmement léger. Imaginez une tour spatiale de luxe faite de diamants. Oui, vous devriez vous assurer que vous avez le budget pour ça. Quant aux fenêtres qui vous donneraient la vue la plus impressionnante, vous pourriez utiliser l'oxynitrure d'aluminium, ou halone. Ce matériel transparent, semblable à de la céramique, composé d'aluminium, d'azote et d'oxygène, serait plus durable que le verre feuilleté utilisé dans les fenêtres des vaisseaux spatiaux. Vous et vos centaines de milliers de voisins devrez penser à la viabilité de la structure, comme son approvisionnement en eau et en électricité. Heureusement pour vous, ce serait une excellente occasion de faire travailler les ressources renouvelables. Vous pourriez intégrer des éoliennes dans la conception du gratte-ciel. Les panneaux solaires, placés si haut au-dessus des nuages, pourraient absorber une grande quantité d'énergie brute du soleil. Quant à l'eau, vous pourriez l'extraire directement du ciel qui vous entoure. La troposphère contient la quasi-totalité de la vapeur d'eau de la Terre. Vous pourriez donc recueillir l'eau de pluie et la condensation des nuages environnants. Laissez-nous juste un peu d'eau pour en bas. Monter jusqu'à votre luxueux condo spatial ne serait pas si simple non plus. Vous ne seriez certainement pas en mesure d'utiliser les escaliers si vous étiez pressé, ou pire, en cas d'urgence. En théorie, un ascenseur spatial pourrait se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 320 km/h. À une hauteur proche de la ligne de Kármán, il vous faudrait environ 25 minutes pour passer de votre appartement au rez-de-chaussée. Le trajet serait peut-être plus rapide si vous utilisiez un parachute.
Bien sûr, ce serait à condition de ne pas brûler comme un météorite dans la mésosphère. La vérité est que la vie en hauteur aurait quelques inconvénients. Les températures le long de la tour varieraient considérablement. Au bas de la thermosphère, il ferait aussi froid que moins 120 degrés. Et au sommet de cette couche, il ferait une chaleur torride de 2000 degrés. Vous ne pourriez certainement pas profiter d'un bel après-midi sur votre balcon sans une combinaison spatiale vous protégeant des températures extrêmes et vous fournissant de l'oxygène pour respirer. Il y aurait également une menace constante des météorites et des satellites brisés. Des ouragans ou des tornades en dessous de vous pourraient également renverser la structure. Et si votre bâtiment de 100 km de haut s'effondrait, des millions de tonnes de matériaux feraient d'énormes dégâts en dessous. Les ponts rapprochent les gens depuis des milliers d'années. Ils nous ont mis au défi en tant qu'ingénieurs, ont créé des routes commerciales entre les pays et nous ont permis de conquérir de difficiles paysages, comme les montagnes, les ravins, les rivières et les lacs. Mais qu'en est-il des océans? Pourrions-nous construire des ponts entre les continents? Où les construirions-nous? Et comment fonctionnerait-il? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions des ponts entre les continents. Le désir de nous déplacer d'un endroit à un autre nous habite depuis longtemps. À Mycène, en Grèce, on a trouvé des vestiges de ponts datant de 1600 avant Jésus-Christ. Nous avons construit des ponts de formes et de tailles très différentes. Certains d'entre eux sont considérés comme des œuvres d'art. Dans le nord de l'Inde, les villageois ont même construit des ponts vivants, en utilisant les racines des arbres. Pourtant, pendant longtemps, la Terre n'avait pas du tout eu besoin de ponts. C'était une gigantesque masse terrestre appelée Pangée. Mais avec le temps, les plaques tectoniques de la Terre ont commencé à se déplacer, divisant ainsi la Pangée et formant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Avec tant de masses terrestres séparées les unes des autres, les ponts sont devenus une nécessité. Le désir de se relier les uns aux autres nous a fait progresser sur le plan technologique, démontrant notre incroyable ingéniosité de bâtisseurs. De nombreux anciens ponts sont encore utilisés aujourd'hui, comme le pont de la rivière Mélès à İzmir en Turquie, qui a près de 2900 ans. Mais si nous devions construire des ponts entre les continents, où les construirions-nous? De New York à Londres? De Sydney à Singapour? Ou un pont entre la Russie et l'Alaska par le détroit de Bering? Pourrions-nous éventuellement construire un pont entre les continents? Et si oui, que faudrait-il pour le construire? Il existe une grande diversité de ponts qui pourraient servir à relier deux continents. Mais avec la quantité de routes maritimes qui sillonnent les mers, il vaudrait mieux que les bateaux puissent passer en dessous. À côté ou en dessous de la route, un chemin de fer verrait probablement le jour afin de maximiser l'utilité de ces longs édifices. Pour supporter le poids de milliers de véhicules, le pont aurait besoin d'un grand nombre de piliers, et pas des petits. Si nous devions par exemple construire un pont entre San Francisco et Yokohama, au Japon, certains des supports devraient être construits jusqu'à une profondeur de 5000 mètres pour toucher les fonds marins, et sa longueur atteindrait 8292 km. À titre de comparaison, le Golden Gate Bridge de Californie, entre San Francisco et Sausalito, qui ne mesure que 1280 mètres de long, a nécessité 1 million de tonnes de béton rien que pour construire les ancrages, ces blocs massifs qui retiennent les câbles de soutien du pont. Il a fallu 130 000 km d'acier galvanisé pour les câbles de soutien. Un pont jeté entre le Japon et la Californie serait 6478 fois plus long et presque 33 fois plus profond que le Golden Gate Bridge. Si nous utilisons le même modèle de pont pour aller au Japon, nous aurions besoin d'environ 488 milliards de kilogrammes d'acier, rien que pour les câbles de soutien. Ok, après ces brefs calculs, peut-être qu'un pont entre les États-Unis et le Japon n'est pas la meilleure option. Mais un pont entre la Russie et l'Alaska par le détroit de Bering pourrait être techniquement réalisable. Certaines personnes ont suggéré la construction d'une voie ferrée intercontinentale pour 100 milliards de dollars, qui comprendrait un tunnel de 95 km sous le détroit de Bering pour relier la Russie et l'Alaska. Même s'ils pouvaient réunir l'argent nécessaire,
nous devrions tenir compte de facteurs tels que l'impact environnemental et même la géopolitique. Et même si cela se concrétisait, les ouvriers pourraient être stationnés sur des plateformes offshore au fil du détroit de Bering et la construction pourrait être affectée par des conditions météorologiques dangereuses. Des travaux qui pourraient également affecter l'écosystème de l'océan. Et une fois le pont construit, il n'y aurait pas vraiment assez de trafic pour que cela en vaille la peine. Mais que se passerait-il si nous construisions un pont plus long sur un océan? Le plus long pont que nous ayons jamais construit est le grand pont chinois Danyang Kunshan, qui s'étend sur 164,8 km, une petite distance par rapport à la traversée d'un océan. Nous aurions besoin d'un système d'alerte météorologique pour surveiller les tempêtes et de protocoles pour protéger les voyageurs contre les changements soudains de météo. Les ponts devraient peut-être être couverts pour protéger les véhicules des vents extrêmes. Et pour assurer les coûts d'entretien de ces constructions, le prix des péages pourrait faire peur. Mais à quoi ressemblerait le voyage? En raison de l'énorme distance, nous aurions besoin de stations-service, d'aires de repos, d'hôtels, de garages, d'hôpitaux et même de postes de police. Et contrairement à un voyage en voiture typique, on s'ennuierait beaucoup à voir défiler un paysage infini de béton et d'eau. Ne vous attendez pas à des points de repère amusants en chemin, même si vous pourriez apercevoir une baleine ou deux. Nous avons même pensé à construire une chaîne de ponts depuis le territoire du Nord en Australie, à travers diverses îles jusqu'à Singapour. Cependant, comme la majorité de la population australienne vit dans le Sud, la plupart des Australiens préféreraient probablement prendre l'avion plutôt que de faire une longue route vers le Nord. Cette série de ponts serait également incroyablement coûteuse à construire et nécessiterait une quantité énorme de personnes, de ressources et de temps. Vous pouvez imaginer les frais à payer pour traverser l'un de ces ponts incroyablement longs, plus le coût de l'essence, des repas et des hôtels. Bref, nous ne construirons probablement pas de pont sur nos océans. Cependant, cela pourrait être une possibilité si nous vivions sur une toute petite planète. Imaginez un incroyable road trip au cours duquel vous traverseriez le monde grâce à une autoroute le long de l'équateur. Attendez, mais il n'y a pas de route le long de l'équateur. Pas encore. Et si on en construisait une? Que faudrait-il pour construire la plus longue route de la planète? Combien de temps passeriez-vous derrière le volant pour arriver au bout de ce voyage hors norme? Et en quoi la construction de cette autoroute déclencherait-elle un scandale écologique? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions une route traversant la planète. Il existe environ 64 millions de kilomètres de routes de toutes sortes dans le monde. Mais pas un seul réseau d'autoroutes ne peut vous emmener de New York jusqu'au Cap. L'hypothétique autoroute que nous nous apprêtons à construire vous conduirait facilement de la Colombie à l'Indonésie. Si l'on ajoute à cela certains des réseaux routiers existants, on pourrait peut-être conduire n'importe où dans le monde. Mais il s'agirait d'une réalisation technique très coûteuse, car la plus grande partie de cette autoroute devrait être construite sous l'eau. En moyenne, il faut entre 5 et 10 ans pour construire une autoroute. Mais nous ne construirions pas n'importe quelle autoroute. Nous visons une route équatoriale à 2 voies de 40 000 km de long. Pour la construire dans le même laps de temps, nous devrions travailler sur différentes parties de la route tout en même temps. Notre autoroute planétaire nécessiterait environ 8 millions de travailleurs qualifiés et quelques 9 200 milliards de dollars pour sa construction. Et oui, ces chiffres titanesques sont à prendre en considération. Et comment se passerait la conduite sur cette voie? Plutôt cool, dirions-nous. L'Équateur traverse 13 pays et 3 océans. Disons que vous commencez en Amérique du Sud, en Équateur, et que vous voyagez vers l'Est en passant par la Colombie jusqu'au Brésil. Vous profiterez d'un climat tropical humide et de températures très élevées. Assurez-vous donc que la climatisation de votre voiture fonctionne avant de partir en voyage. Vous traverserez des montagnes et le fleuve Amazon. Et si vous décidez d'aller faire trempette, rappelez-vous que l'Amazone est remplie de piranhas assoiffés de sang qui n'attendent qu'à vous dévorer en quelques minutes. C'est une blague.
Les piranhas sont en fait des charognards patients. Vous pouvez donc vous baigner, mais à vos risques et périls. Vos aventures amazoniennes ne seraient que le début. Vous atteindrez bientôt la côte atlantique du Brésil et vous serez sur le point d'entrer dans le premier tronçon sous-marin. Le grand tunnel de l'Atlantique. Et la vue ici est plutôt terne. Enfin, vous apercevrez la Terre. Après des jours de voyage, vous arrivez en Afrique. Vous traverserez les savanes, les marais et les forêts tropicales denses du Gabon et du Congo. Puis les déserts du Kenya et de la Somalie. Sur votre chemin, vous pourriez voir des éléphants, des gorilles, des buffles et des léopards. Et cela rendrait le long voyage dans le tunnel un peu plus intéressant. Mais ensuite, vous n'avez plus de terre. Et vous entrez dans un autre tunnel sous-marin. Cette fois, c'est le Grand Tunnel Indien. Terre en vue à nouveau. Nous voici en Indonésie, avec ses 17 000 îles éparpillées autour de l'équateur. Vous traverserez une série de petits tunnels pour passer d'une île à l'autre. Et chaque fois que vous regagnerez la terre ferme, le paysage sera majestueux. Des paysages volcaniques, des rizières, des forêts tropicales. Je parie qu'un jour à la plage vous ferez du bien après un si long trajet. Ok, il est temps de passer au prochain tunnel. Le Grand Tunnel du Pacifique. C'est notre impression ou celui-ci est 3 fois plus long? Eh bien non, c'est la plus longue section sous-marine de tout le voyage. Et à la fin, vous aurez un petit bonus sous la forme du dernier endroit excitant de l'autoroute. Les îles Galapagos, une vitrine de l'évolution, où les formes de vie les plus inhabituelles prospèrent à l'état sauvage. Un vrai régal pour les yeux après ce long trajet. Puis, vous continuerez à rouler un peu plus loin en passant par un dernier petit tunnel sous-marin et vous vous retrouverez à votre point de départ, en Équateur. Félicitations, vous venez de faire le tour du monde en voiture. En voyageant à 100 km/h, vous avez passé environ 400 heures, soit 17 jours, au volant, dont 12 coincés dans des tunnels sous l'océan. Avec quelques pauses pour la nuit, du repos et du temps pour profiter des paysages, la durée totale du voyage s'élèverait à au moins 2 mois. J'espère que vous pouvez vous permettre des vacances aussi longues. Mais aussi amusante que cette idée puisse paraître, elle constituerait un énorme coût pour la planète. La construction de l'autoroute elle-même perturberait les écosystèmes, tant sur Terre que dans l'océan. En plus de cela, pendant ce voyage sans fin, votre voiture émettrait presque 2 fois plus de dioxyde de carbone que la moyenne annuelle d'un véhicule. Il semble que nous ne verrons jamais une autoroute comme celle-ci longeant l'équateur. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre, on peut dire qu'il y a foule. Mais aujourd'hui, nous allons être serrés comme des sardines en logeant chaque personne sur Terre dans un gratte-ciel géant. Préparez vos valises, on emménage tous ensemble. Mais il n'existe pas encore un bâtiment assez grand pour y vivre à 8 milliards. Nous allons devoir en construire un de A à Z. Tout d'abord, commençons à petite échelle avec un immeuble qui pourrait loger la population d'un pays, voire 2. Nous commencerons par les pays les moins peuplés et passerons ensuite au plus grand gratte-ciel jamais vu sur Terre. Pourrait-il atteindre la Lune? Pour cette expérience, il y aurait 10 000 personnes par étage. Cela rendrait votre immeuble islandais presque 2 fois plus haut que la Tour Eiffel. Ce n'est pas si impressionnant au vu de nos prochains gratte-ciel. Il ne faudrait qu'un peu plus de 2 minutes pour atteindre le dernier étage du bâtiment.
l'étage 34. Dans tous les cas, ce serait un bon entraînement pour vous aider à trouver une infrastructure capable de loger tous ces résidents. Passons au suivant, le gratte-ciel australien. Les choses deviennent intéressantes. Car avec une hauteur de 10 km, ce bâtiment serait plus haut que le mont Everest. Et pour arriver jusqu'en haut du gratte-ciel australien, il vous faudrait 2h40 rien que pour l'aller. Mais ce n'est rien comparé à notre prochaine prouesse technique. Pour abriter chaque résident du Royaume-Uni, il faudrait un bâtiment plus haut que Big Ben, quasiment 300 fois plus grand. Votre gratte-ciel britannique aurait 6800 étages. Il atteindrait une hauteur de 27 km. Et après l'étage 4500, vous seriez au-dessus des nuages. Les Philippines comptent plus de 100 millions d'habitants. Et pour tous les abriter, votre gratte-ciel devrait avoir une hauteur de 40 km. Ce monolithe artificiel aurait 10 000 étages, dont la plupart seraient au-dessus des nuages. Pour vous rendre au dernier étage de ce gratte-ciel des Philippines, il vous faudrait 11 heures. J'espère que vous n'aurez pas souvent besoin de redescendre. Passons à quelque chose d'un peu plus grand. La hauteur de votre bâtiment au Mexique est à couper le souffle. 52 km. C'est 2 fois plus haut que la plus haute montagne du système solaire, le mont Olympe sur Mars. Ça vous prendrait 14h30 pour vous rendre jusqu'au 13 millième étage. À cet étage, vous seriez à mi-chemin vers l'espace extra-atmosphérique. Au moins, vous auriez encore l'atmosphère autour de vous. Je ne peux pas en dire autant de votre prochaine mégastructure. Le gratte-ciel américain serait vraiment grand, atteignant une hauteur de 132 km. Et après le 25 millième étage, vous seriez officiellement dans l'espace. C'est plutôt cool, non ? Petit conseil, ne pensez pas aux températures dehors. Le sommet de ce bâtiment se trouverait dans la thermosphère. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette couche est extrêmement chaude, atteignant les 2500 degrés. Mais si vous ouvriez une fenêtre, vous auriez froid. Car dans cette couche de notre atmosphère, il n'y a pas assez de molécules d'air pour transmettre la chaleur. Et il serait également impossible de respirer. Vous auriez donc vraiment besoin de réfléchir à l'installation d'un système d'approvisionnement en oxygène approprié pour que les habitants du bâtiment puissent survivre. Direction l'un des pays les plus peuplés au monde. Le gratte-ciel de l'Inde serait d'une hauteur inimaginable, atteignant les 552 km. Cela représente 138 000 étages. Et pour arriver tout en haut, il faut s'attendre à un temps de trajet d'au moins 6 jours. Si j'habitais tout là-haut, je pense que je ne redescendrais jamais. Le gratte-ciel de l'Inde serait plus grand que l'orbite des satellites, et même la Station spatiale internationale. Maintenant que vous seriez dans l'espace, vous auriez vraiment besoin de construire des systèmes d'oxygène, d'eau et d'évacuation appropriés. Il faudrait réfléchir à comment nourrir tous ces gens. Car transporter de la nourriture depuis le rez-de-chaussée serait presque impossible. Passons maintenant au gratte-ciel le plus haut de tous les temps. La super mégastructure qui abriterait les 8 milliards d'habitants de la planète. La tour terrestre. La tour terrestre n'atteindrait quand même pas la Lune, mais serait presque aussi haute que le diamètre de la Lune.
Cette incroyable structure aurait 800 000 étages et une hauteur incroyable de 3200 km. Selon l'endroit où vous vivriez, vous verriez des avions, des satellites et l'ISS. C'est un peu ironique que la plupart de la tour terrestre se trouve dans l'espace, bien au-dessus de l'atmosphère de notre planète. Oubliez les balcons avec vue sur la Lune. Vous ne voudriez pas sortir sans une combinaison spatiale. Parlons maintenant de la construction de la tour. En plus de son propre poids, elle devrait supporter le poids de l'ensemble de la population mondiale. Pesant environ 356 millions de tonnes, ce serait déjà presque 1000 fois plus lourd que l'Empire State Building. Pour que tout le monde soit approvisionné en eau potable, ajoutez à cela l'équivalent de 4,5 millions de piscines olympiques consommées chaque jour. Sans compter la nourriture et d'autres besoins essentiels. Les étages inférieurs de cette mégastructure seraient sombres et lugubres. Il y aurait probablement des taux élevés de criminalité, car les gens essaieraient simplement de survivre. Les étages supérieurs appartiendraient aux riches. Ils seraient dépendants du travail des niveaux inférieurs. La vie serait sans doute compliquée dans notre nouveau gratte-ciel géant. Les maladies infectieuses pourraient se propager à des vitesses jamais vues auparavant. Le surpeuplement entraînerait des problèmes de santé mentale généralisés. Mais au moins au rez-de-chaussée, vous pourrez profiter de tout cet espace à l'extérieur. Il faudrait juste prendre en compte votre trajet en ascenseur du dernier étage jusqu'en bas, qui durerait 37 jours. Imaginez une seconde pouvoir vous réveiller dans votre appartement à New York à 7h du matin, puis vous rendre à votre travail à Londres, en Angleterre, à 9h30. Cela serait possible si on creusait des tunnels entre les deux continents. Tâchez juste de ne pas tomber malade. Croyez-le ou non, c'est tout à fait possible. Mais comment ferions-nous un tunnel comme celui-ci? Et combien cela coûterait-il? Voici Essie. Et nous nous demandons ce qui se passerait si on creusait des tunnels entre les continents. C'est vrai, un tunnel comme celui-ci est possible. Je veux dire qu'un tunnel similaire existe déjà. Il s'appelle le tunnel sous la Manche, ou Channel. Et en 35 minutes environ, vous pouvez aller de l'Angleterre à la France. Sans lui, vous devriez prendre soit un ferry, soit un avion. Par rapport à ce que nous devrions construire, ce tunnel est minuscule, un peu plus de 50 km. Notre tunnel ferait plus de 5500 km si nous voulons qu'il aille de New York à Londres. Alors, comment ferions-nous notre tunnel? Prenons le tunnel sous la Manche comme exemple de ce que pourrait être notre tube, pour nous donner un peu de contexte. Il a fallu 6 ans pour construire le tunnel sous la Manche, et des décennies de planification avant cela. Quant au prix, si nous devions construire un autre tunnel aujourd'hui, cela coûterait la somme énorme de 13 milliards de dollars. Bon, maintenant, multipliez ces chiffres par 100, car c'est la taille de notre tunnel, et vous aurez une idée. Cela prendrait un temps incroyable et coûterait une somme d'argent ridicule. Mais supposons que nous ayons tout prévu, et que nous ayons un temps et un budget illimités. Ce n'est pas parce que nous avons suffisamment de ressources qu'il faut les gaspiller sans compter. Si nous essayions d'éviter toute l'eau et que nous allions sous les fonds marins, nous devrions forer le sol depuis l'Angleterre jusqu'en Amérique. Cela prendrait énormément de temps. Et il est toujours possible que le tunnel que nous avons construit à plus de 5000 mètres sous l'eau s'effondre sous la pression de l'océan. Au lieu de cela, la meilleure façon de construire le tunnel pourrait être la suivante. On pourrait fabriquer un tunnel de 5500 km de long que l'on placerait au-dessus de l'océan. Ensuite, à l'aide d'ancre, nous ferions descendre le tunnel d'environ 45 mètres. Il serait ensuite fixé à l'aide de fils métalliques attachés au fond de l'océan. Bon, maintenant que nous avons notre tunnel, de quoi le remplissons-nous? Allons-nous le traverser en voiture? C'est tellement 21e siècle. Au lieu de cela, nous prendrons un train. Je sais, ça peut sembler encore plus vieux jeu que d'utiliser une voiture. Mais ce ne sera pas un train ordinaire. Pour voyager rapidement, nous devrons utiliser des trains à tube à vide,
ou vague-train. Ce système agirait essentiellement comme un aspirateur qui évacuerait tout l'air du tube. Cela permettra au train de rouler à des vitesses incroyablement élevées, car il y aura peu ou pas de résistance de l'air. De plus, notre train serait également en lévitation, grâce à des aimants de grande puissance ou de l'air. Après avoir propulsé le train à l'aide d'un moteur de grande puissance, il pourrait parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres, puisqu'il n'y a pas de friction pour l'arrêter. Avec ce peu de résistance, le vague-train peut atteindre 8000 km/h. Mais nous n'irons pas aussi vite, car cela pourrait être incroyablement dangereux. Pas seulement pour le train, mais aussi pour votre bien-être physique. Au lieu de cela, vous irez à environ 2000 km/h, ce qui est presque le double de la vitesse du son. Mais ne soyez pas trop alarmés par cela. Votre corps devrait être capable de le supporter sans problème. Après tout, le Concorde a volé aussi vite pendant des années avant d'être mis hors service. Il est donc possible que nous voyions un jour un tunnel qui traverse l'océan Atlantique, à condition que nous ayons assez d'argent, de temps et de ressources. Imaginez maintenant que ce train supersonique existe réellement et que nous pourrions voyager sans problème de l'Europe vers l'Amérique en un peu moins d'1 heure. Pensez à la façon dont l'industrie, notre économie et les voyages changeraient. Mais que se passerait-il si nous n'avions même pas à voyager de l'Europe vers l'Amérique, car les terres sont déjà reliées? Passeriez-vous une nuit au sommet de la première tour à atteindre l'espace? À 100 km au-dessus du niveau de la mer, ce serait la plus haute structure jamais construite par l'homme. Cette tour pourrait abriter près d'1 million d'habitants et coûterait la modique somme de 25 000 milliards de dollars. En vaudrait-elle la peine? Les humains pourraient-ils au moins survivre aux conditions extrêmes qui régneraient au sommet? La croûte terrestre pourrait-elle supporter le poids de cette structure massive? Et comment pourrait-on l'empêcher de tomber? Voici Et si? Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions une tour vers l'espace. En matière de construction d'une tour spatiale, ce ne sont pas les obstacles qui manquent. Tout d'abord, les températures extrêmement basses pourraient vous faire mourir de froid. Ensuite, des vents d'ouragan de catégorie 5 pourraient faire basculer et tomber la tour. Oh, et ai-je mentionné qu'il n'y aurait pratiquement pas de pression d'air au sommet? Donc, vous attraperiez probablement le mal d'altitude, ce qui pourrait vous tuer. Mais même avec tous ces dangers, nous pensons quand même pouvoir en construire une suffisamment sûre pour que les hommes puissent y rester. Vous voulez voir à quoi cela ressemblerait? Oui, cela peut paraître un peu bizarre, mais c'est ainsi que nous devrions structurer notre tour si nous ne voulons pas qu'elle tombe. Si nous ne donnions pas à notre tour la forme d'une pyramide, elle se déformerait sous son poids, s'inclinerait sur le côté et s'écraserait sur le sol. Haute de 100 km, cette pyramide aurait besoin d'une base aussi grande que la surface de Hong Kong pour rester stable. Elle aurait également besoin d'un noyau renforcé, pour l'empêcher d'osciller face aux vents extrêmes que l'on trouve au sommet de notre atmosphère. À 70 km au-dessus du niveau de la mer, des vents de 252 km/h peuvent se produire. Et le sommet de notre tour serait 30 km plus haut. Maintenant que nous avons trouvé une structure stable, nous devons trouver un moyen de transporter les gens jusqu'au sommet. Traditionnellement, les ascenseurs sont limités à une hauteur d'environ 500 mètres. Après cette distance, ils deviendraient trop lourds. Nous allons donc avoir besoin de quelque chose d'un peu plus moderne, comme des ascenseurs à aimants par exemple. Mais même avec ces derniers, nous aurions affaire à de longs trajets pour monter et descendre. Ce qui ne serait pas vraiment pratique si nous voulons que notre tour contienne des résidences et des bureaux. L'industrie de la publicité pourrait en revanche se réjouir de ces trajets d'ascenseurs extra longs, avec un public littéralement captif. Mais avant d'aller vendre des espaces publicitaires dans ces ascenseurs, regardons d'abord s'il est possible d'effectuer une telle ascension en toute sécurité. Au sommet de l'Everest, la pression de l'air est dangereusement basse, environ un tiers de la pression au sol, et notre tour spatiale serait 11 fois plus haute.
Si nous ne régulions pas la pression de l'air à l'intérieur du gratte-ciel, vous pourriez avoir le mal d'altitude. Et si nous ne régulons pas la température à l'intérieur, vous pourriez mourir de froid avant d'atteindre le sommet. Ensuite, nous devrions trouver un moyen de fournir de l'eau courante dans toute la tour. Il faudrait beaucoup de pression pour pomper l'eau à une telle hauteur. Et il faudrait des centaines de réservoirs d'eau situés à différents niveaux dans le bâtiment. Ces réservoirs d'eau seraient remplis en séquence, chacun d'eux étant utilisé pour remplir celui qui se trouve au-dessus, jusqu'au sommet. Si les occupants de cette tour consommaient autant d'eau par jour que les résidences du Burj Khalifa, nous estimons que notre édifice spatial utiliserait quotidiennement l'eau d'environ 13 piscines olympiques. Et c'est beaucoup à pomper. Et même si nous résolvions tous ces défis, il y aurait encore un problème sous-jacent qui pourrait inévitablement faire couler tout le projet. Un problème qui s'appelle croûte terrestre. La croûte terrestre ne fait qu'environ 30 km d'épaisseur, suivie en dessous par une enveloppe plus molle. Comme une maison sur un sol instable, la tour commencerait à s'enfoncer dans le sol au fil des ans, car la croûte terrestre serait incapable de supporter son poids. Pour l'instant, nous devrons donc nous contenter des hautes tours que nous avons déjà. Mais si vous voulez vraiment avoir cette belle vue depuis le ciel, vous pouvez toujours vous inscrire pour être l'un des premiers touristes de l'espace. Des centaines de mètres sous terre. Assez grand pour abriter des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et des murs assez solides pour résister à l'ampleur d'une explosion nucléaire. Voici quelques-uns des bunkers les plus profonds et les plus grands au monde. Mais même en cas d'apocalypse, vous ne seriez pas complètement en sécurité dans l'un d'entre eux. Les armes de pénétration du sol, comme l'ogive B-83 de 1,2 mégatonnes, peuvent démolir des bunkers à 300 mètres de profondeur. Que faudrait-il pour construire un bunker plus profond? Comment y vivrait-on à l'intérieur? Et pourquoi vivre sous terre peut-il être dangereux? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on construisait le bunker le plus profond au monde. Le trou le plus profond du monde, le Kola Super Deep Borehole, pénètre la surface de la Terre d'environ 12 km. En comparaison, les bunkers souterrains sont généralement construits à des profondeurs beaucoup moins importantes. L'un des bunkers les plus profonds au monde, le Cheyenne Mountain Complex, n'est qu'à environ 610 mètres de profondeur. Quel est donc le problème? Si nous pouvons creuser à des dizaines de milliers de mètres sous la surface de la Terre, qu'est-ce qui nous empêche de faire un bunker aussi profond? La vérité est que nous avons les outils et la technologie nécessaires pour construire le bunker le plus profond du monde. Les seules choses dont nous aurions besoin sont beaucoup de temps et d'argent. Énormément d'argent. Alors que nous creuserions de plus en plus profond, la pression du sol continuerait d'augmenter. Il deviendra alors coûteux et difficile d'empêcher le trou de s'effondrer sur lui-même. Nous pourrions utiliser des parois de pales planches pour supporter la pression du sol. Cela est couramment utilisé dans la construction et dans l'excavation. Mais plus on creuse, plus il est difficile de construire des parois. Une autre façon de contourner ce problème consiste à creuser de plus en plus étroitement à mesure que nous atteignons le fond du trou. Cela ressemblerait à une mine à ciel ouvert. Le sol serait stable sans avoir besoin de support. Ensuite, il ne resterait plus qu'à construire le bunker en plein milieu du trou et à le re-remplir ensuite. Bien sûr, ce serait plus sécurisé, mais ridiculement cher et long. Certains des bunkers les plus chers coûtent des millions de dollars. On peut donc sans aucun doute dire que la construction du bunker le plus profond pourrait facilement coûter une fortune. Et si nous avions l'argent et les ressources pour construire le bunker? Comment serait la vie à l'intérieur si nous devions y rester? Ne vous attendez pas à un hôtel 5 étoiles. Vous seriez entouré de murs en béton épais et hermétiquement fermés, afin qu'aucun gaz, eau ou rayonnement ne puisse traverser. Et avant de vous installer,
Vous devriez vous assurer que le bunker dispose d'une source d'alimentation souterraine fiable, d'un bon système de filtration de l'air et d'un approvisionnement suffisant en nourriture et en eau. La nourriture dans le bunker ne sera pas très différente de ce que les astronautes mangent là-haut. Votre alimentation se composerait d'aliments déshydratés ou lyophilisés, pour éviter le gaspillage et économiser de l'espace. Et ce, jusqu'à ce que des fermes hydroponiques puissent être construites. Voici à quoi pourrait ressembler l'agriculture dans un bunker souterrain. Au lieu de la terre et de la lumière du soleil, certaines fermes hydroponiques utilisent de l'eau riche en nutriments et de la lumière artificielle pour faire pousser des plantes. De plus, en utilisant l'aquaponie, les poissons et les plantes peuvent être cultivés ensemble, même à l'intérieur. Manger du poisson peut aider à nous fournir un nutriment essentiel dont nous manquerons certainement sous terre, la vitamine D. Malheureusement, si vous vivez sous terre, vous ne pourrez pas vous mettre au soleil et parfaire votre bronzage. Mais il y a des problèmes beaucoup plus importants dont vous devrez vous soucier. La plupart de la vitamine D que nous obtenons provient du soleil. Nous avons besoin de cette vitamine pour maintenir nos os solides et en bonne santé. Les rayons ultraviolets A et B du soleil sont également essentiels pour que nous puissions fabriquer de la vitamine B dans notre corps. Cela aide à renforcer notre système immunitaire et à rester heureux et plein d'énergie. Youhou! Un manque de soleil peut également causer d'autres problèmes de santé comme des troubles affectifs saisonniers. Un type de dépression qui survient en automne et en hiver lorsqu'il y a moins de lumière. Le soleil aide également à contrôler notre rythme circadien. C'est l'horloge interne du corps et elle aide à réguler nos habitudes de sommeil. Sans le soleil, certaines personnes en isolement ont dormi jusqu'à 48 heures d'affilée. Peut-être pourrions-nous utiliser des lampes à LED pour fournir de la lumière artificielle et un régime alimentaire riche en vitamine D. Maintenant que tout le monde a assez de nourriture et de lumière, il y a encore une chose importante dont nous devons nous occuper. La communauté. Avec la vie de chacun confiné au bunker, rester connecté sera toujours aussi important. Vous devrez compter sur d'autres personnes pour vous adapter à ce nouveau mode de vie. Créer une vie normale dans le bunker où les enfants vont à l'école, les adultes au travail et où chaque personne a sa propre chambre peut aider tout le monde à s'adapter. Construire le bunker le plus profond du monde peut vous protéger de ce qui se passe à la surface. Mais s'assurer que tout le monde est en bonne santé sous terre est tout aussi important. Passeriez-vous une nuit au sommet de la première tour à atteindre l'espace? À 100 km au-dessus du niveau de la mer, ce serait la plus haute structure jamais construite par l'homme. Cette tour pourrait abriter près d'1 million d'habitants et coûterait la modique somme de 25 000 milliards de dollars. En vaudrait-elle la peine? Les humains pourraient-ils au moins survivre aux conditions extrêmes qui régneraient au sommet? La croûte terrestre pourrait-elle supporter le poids de cette structure massive? Et comment pourrait-on l'empêcher de tomber? Voici Et si? Et nous nous demandons ce qui se passerait si nous construisions une tour vers l'espace. En matière de construction d'une tour spatiale, ce ne sont pas les obstacles qui manquent. Tout d'abord, les températures extrêmement basses pourraient vous faire mourir de froid. Ensuite, des vents d'ouragan de catégorie 5 pourraient faire basculer et tomber la tour. Oh, et ai-je mentionné qu'il n'y aurait pratiquement pas de pression d'air au sommet? Donc, vous attraperiez probablement le mal d'altitude, ce qui pourrait vous tuer. Mais même avec tous ces dangers, nous pensons quand même pouvoir en construire une suffisamment sûre pour que les hommes puissent y rester. Vous voulez voir à quoi cela ressemblerait? Oui, cela peut paraître un peu bizarre, mais c'est ainsi que nous devrions structurer notre tour si nous ne voulons pas qu'elle tombe. Si nous ne donnions pas à notre tour la forme d'une pyramide, elle se déformerait sous son poids, s'inclinerait sur le côté et s'écraserait sur le sol. Haute de 100 km, cette pyramide aurait besoin d'une base aussi grande que la surface de Hong Kong pour rester stable. Elle aurait également besoin d'un noyau renforcé, pour
empêcher d'osciller face aux vents extrêmes que l'on trouve au sommet de notre atmosphère. À 70 km au-dessus du niveau de la mer, des vents de 252 km/h peuvent se produire. Et le sommet de notre tour serait 30 km plus haut. Maintenant que nous avons trouvé une structure stable, nous devons trouver un moyen de transporter les gens jusqu'au sommet. Traditionnellement, les ascenseurs sont limités à une hauteur d'environ 500 mètres. Après cette distance, ils deviendraient trop lourds. Nous allons donc avoir besoin de quelque chose d'un peu plus moderne, comme des ascenseurs à aimants par exemple. Mais même avec ces derniers, nous aurions affaire à de longs trajets pour monter et descendre. Ce qui ne serait pas vraiment pratique si nous voulons que notre tour contienne des résidences et des bureaux. L'industrie de la publicité pourrait en revanche se réjouir de ces trajets d'ascenseurs extra longs, avec un public littéralement captif. Mais avant d'aller vendre des espaces publicitaires dans ces ascenseurs, regardons d'abord s'il est possible d'effectuer une telle ascension en toute sécurité. Au sommet de l'Everest, la pression de l'air est dangereusement basse, environ un tiers de la pression au sol, et notre tour spatiale serait 11 fois plus haute. Si nous ne régulions pas la pression de l'air à l'intérieur du gratte-ciel, vous pourriez avoir le mal d'altitude. Et si nous ne régulons pas la température à l'intérieur, vous pourriez mourir de froid avant d'atteindre le sommet. Ensuite, nous devrions trouver un moyen de fournir de l'eau courante dans toute la tour. Il faudrait beaucoup de pression pour pomper l'eau à une telle hauteur. Il faudrait des centaines de réservoirs d'eau situés à différents niveaux dans le bâtiment. Ces réservoirs d'eau seraient remplis en séquence, chacun d'eux étant utilisé pour remplir celui qui se trouve au-dessus jusqu'au sommet. Si les occupants de cette tour consommaient autant d'eau par jour que les résidences du Burj Khalifa, nous estimons que notre édifice spatial utiliserait quotidiennement l'eau d'environ 13 piscines olympiques. Et c'est beaucoup à pomper. Et même si nous résolvions tous ces défis, il y aurait encore un problème sous-jacent qui pourrait inévitablement faire couler tout le projet. Un problème qui s'appelle croûte terrestre. La croûte terrestre ne fait qu'environ 30 km d'épaisseur, suivie en dessous par une enveloppe plus molle. Comme une maison sur un sol instable, la tour commencerait à s'enfoncer dans le sol au fil des ans, car la croûte terrestre serait incapable de supporter son poids. Pour l'instant, nous devrons donc nous contenter des hautes tours que nous avons déjà. Mais si vous voulez vraiment avoir cette belle vue depuis le ciel, vous pouvez toujours vous inscrire pour être l'un des premiers touristes de l'espace. Mais ça, c'est une histoire pour un autre, et si. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir chaque semaine le meilleur de Et si. Ce n'est pas une lune, c'est une station spatiale, du genre énorme, tueuse de planètes, conçue pour une seule